Ravi de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une, l'association des éditeurs de la presse privée du Mali, ACEPT, a convoqué une assemblée générale extraordinaire ce samedi 27 décembre à son siège situé à l'ACI 2000. L'objectif de cette rencontre était la réélecture et l'adoption des statuts et du règlement intérieur ainsi que l'examen de divers points. La cérémonie a réuni les membres de l'association ainsi que plusieurs organes de presse. Le président de l'ACEPT s'exprime au micro de Mamadou Bencherif Soumanou et Baba Keita. Ce matin, réunis au siège de l'ACEPT ici, dans le cadre de la relecture et l'adoption des statuts et règlements intérieurs de notre organisation commune, appelée Association des éditeurs de presse privée. Cet exercice est consécutif à un certain nombre d'observations faites par des anciens de la profession. Comme j'ai eu l'habitude de le rappeler à plusieurs reprises, à chaque occasion, je le fais, l'ACEP a vécu un moment de léthargie. Pratiquement 2 ans et demi, on était dans des difficultés profondes. Suite auquel le président sortant que j'ai nommé Ousmane Daou avait jugé nécessaire de mettre en place une commission qui devait faire en sorte que l'assemblée qu'il avait convoquée puisse se passer vraiment dans un climat serein en tout cas et de quiétude. Et cette commission-là, je me rappelle à l'époque, avait appelé toutes les parties pour échanger avec elle. Et à l'issue de ces échanges-là, la commission qui était composée, en tout cas la plupart des membres fondateurs de l'association, se sont vraiment rendus compte que les textes qui régissaient la profession à l'époque étaient très insuffisants. Ils ont eu à souligner cela à l'époque. Et lorsque nous sommes partis à l'Assemblée également, nous leur avons quand même promis ces jours-là que après notre élection à la tête de la fêtière, nous ferons quand même de la relecture de nos textes à statut règlement intérieur à notre priorité afin vraiment de les adapter à la situation du moment. Dieu faisant les choses, le 16 août dernier, nous avons été élus à la tête de l'association. On a mis en place un bureau consensuel avec non seulement l'implication des anciens, mais également aussi l'implication du président sortant Ousmane Daou. On a mis en place le bureau sortant, qu'on appelle ça le bureau consensuel. Et après mise en place de ce bureau, notre premier travail a été d'élaborer un plan d'action triennal. Et pour l'élaboration de ce plan d'action triennal également, on a fait recours aux anciens de la profession, à commencer par le doyen Sadou Yatara, premier président de l'ACEP. Ils ont fait un projet. Nous avons fait une retraite à Banankoro pour travailler là-dessus. C'était le 18 septembre dernier, et le 20 plus tôt. Donc quand on a fini avec ça, nous nous sommes retrouvés ici pour valider. Et c'est dans ce plan d'action triennal qui a été soumis à une assemblée générale ordinaire à l'époque, il y a 2 mois de cela. La première activité de ce plan d'action triennal, c'est la relecture des textes. Parce qu'on a dit que non seulement les textes sont insuffisants, nous avons intérêt aujourd'hui à aller vers la professionnalisation et également aussi aller vers l'assainissement du secteur. Donc tout cela nécessitait vraiment ce travail que nous faisons aujourd'hui. Oui, effectivement, je l'ai dit, en tout cas, c'est au regard un peu de certaines situations que nous avons jugé nécessaire d'aller vers cette relecture-là. Pour la simple raison que vous verrez qu'il y a quand même des dispositions innovantes qui sont dans le texte, qui, à notre entendement, sont des garde-fous pour que les gens puissent se mettre au travail. Je ne dirais pas que les gens ne travaillent pas, mais pour que les gens puissent fournir plus d'efforts. Et à ce niveau, vous allez voir même par rapport à la candidature au niveau pour être président de l'association, ce n'est plus comme avant. On a mis des garde-fous par rapport à ça. Quand on est fonctionnaire de l'État, agent de l'État, on ne peut plus être candidat à la présidence de la CEP. Quand on est également aussi fonctionnaire de collectivité, on ne peut plus être président de la CEP. Au-delà de tout ça, il y a d'autres dispositions, critères qui sont là. Il faut être à jour de cotisation. Il faut au minimum paraître, en tout cas, être régulier 2 ans avant en tout cas l'ouverture de la candidature pour en tout cas prétendre au poste de président de la CEP. Donc il y a pas mal de dispositions qui sont là et on a aussi dit que cette fois-ci on sera quand même rigoureux également dans l'application quand même des dispositions contenues dans ces textes-là parce qu'il y va quand même de la survie de l'association. Vu tout ce que nous avons vécu, on a une expérience déjà. Au regard un peu de tout ce que nous avons vécu, nous avons dit cette fois-ci, ces dispositions, nous allons les mettre dedans pour les coller à l'actualité, demander aux gens vraiment de fournir assez d'efforts pour qu'on puisse aller vers l'assainissement et qu'on puisse également aussi aller vers la professionnalisation. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, on est dans un monde, en tout cas, qui est presque dominé par le numérique. Bon, le support papier, par moment, il y a des gens
qui pensent que ce support papier n'a plus d'espoir. Or, nous voyons autrement les choses ici. L'actualité hors de nos frontières, la Guinée-Conakry s'apprête à organiser dimanche sa première élection présidentielle depuis le coup d'État de 2021. Une étape clé dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Le commentaire est signé Kafouné Bachili. Quelques 6,7 millions d'électeurs inscrits sont appelés aux urnes de 7h à 18h, heure locale. Ce scrutin intervient après le référendum constitutionnel organisé en septembre qui a offert la voie à un retour au pouvoir civil et rendu possible la candidature du président de transition, le général Mamadi Doumbouya, 41 ans. Ancien combattant des forces spéciales ayant une expérience à l'étranger, Mamadi Doumbouya avait mené un coup d'État le 5 septembre 2021, renversant le président Alpha Condé. Il est largement donné favori de l'élection. Alpha Condé, aujourd'hui âgé de 87 ans, avait obtenu un troisième mandat en 2020 à la suite d'une révision constitutionnelle controversée dans un contexte de mécontentement populaire et de difficultés économiques. Le coup d'État a ouvert une période de transition qui a largement façonné le paysage politique du scrutin de dimanche. 9 candidats sont en lice, mais plusieurs figures historiques de la vie politique guinéenne sont absentes. Ces derniers mois toutefois, notamment depuis l'annonce en avril de la date du référendum constitutionnel, les autorités ont accéléré le calendrier de transition, a-t-elle souligné, avec l'établissement du fichier électoral, la préparation du matériel et de la logistique électorale, ainsi qu'une campagne de sensibilisation autour de la nouvelle constitution adoptée avant la présidentielle. La nouvelle constitution guinéenne introduit plusieurs changements majeurs, dont un mandat présidentiel de 7 ans au lieu de 6 renouvelable une seule fois. Des conditions d'âge et de résidence pour les candidats, la possibilité pour des indépendants de se présenter, ainsi que la création d'un parlement bicaméral composé d'un sénateur et d'une assemblée nationale. Le processus électoral est supervisé par la Direction générale des élections, placée sous l'autorité du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, en coordination avec l'Observatoire national indépendant des référendums et élections UNASUR, dont la direction a été nommée par décret présidentiel. Plusieurs figures politiques majeures sont absentes de la course, notamment l'ancien président Alpha Condé, écarté en raison de la limite d'âge fixée à 80 ans, Sidia Touré de l'Union des forces républicaines et Seloun Dalen Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée, partis suspendus, tous deux en exil. L'ancien premier ministre Lassana Kouyaté et l'ex-ministre Ousmane Kaba ont été également exclus du scrutin. Nous partons au Nigeria. Les forces américaines ont mené une frappe contre les militants du groupe terroriste État islamique interdit en Russie sur le territoire du Nigeria, a annoncé le président américain Donald Trump. Le point avec Moussa Fomba. Ce soir, sur mes ordres de commandement en chef, les États-Unis ont lancé une frappe puissante et meurtrière contre la racaille terroriste de l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria qui cible et massacre sauvagement, principalement des chrétiens innocents, à un niveau jamais vu depuis des années, voire des siècles, a écrit le chef de l'administration américaine sur le réseau social Troche. J'avais déjà averti ces terroristes que s'ils ne cessaient pas le massacre des chrétiens, ils en subiraient les conséquences, et ce soir ce fut le cas, a ajouté Trump. Le département de la guerre a mené de nombreuses frappes d'une précision chirurgicale, comme seuls les États-Unis en sont capables, a-t-il affirmé. Le dirigeant américain a assuré qu'il ne permettra pas au terrorisme islamique radical de prospérer. Il a souhaité un joyeux Noël aux terroristes morts, dont le nombre ne cessera que bien d'autres si leurs massacres de chrétiens se poursuivent. Le secrétaire au Pentagone, Pete Hegseth, a exprimé sa gratitude aux autorités nigérianes sur les réseaux sociaux, déclarant être reconnaissant du soutien de la coopération du gouvernement nigérian. Évoquant la possibilité de nouvelles frappes contre les militants de l'État islamique, il a indiqué que d'autres opérations suivront, sans donner plus de précision. De son côté, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom, a annoncé sur les réseaux sociaux que l'opération avait été menée à la demande des autorités nigérianes dans l'État de Sokoto et avait permis de neutraliser plusieurs terroristes de l'État islamique.
Les zones de Tangaza, de Tambouan, dans l'état de Sokoto au nord-est du Nigeria, ont été attaquées par des drones de combat américains, a rapporté la chaîne de télévision nigériane Arise, citant des résidents locaux. Le correspondant de la chaîne de télévision a rapporté plus tôt dans la journée, depuis le village de Jabo, qu'après la déclaration du président américain Donald Trump concernant des frappes contre des cibles terroristes au Nigeria, la région a été bombardée. Par la suite, des objets non identifiés ressemblant à des avions ont attaqué la zone. Selon le journal Punch, une frappe de missile a visé le village d'Ofa, dans l'état de Kwara, à environ 500 km de Sokoto. Un spécialiste de la sécurité s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré au journal que les États-Unis avaient utilisé des missiles Tomahawk pour attaquer le Nigeria. 12 de ces missiles auraient été lancés depuis un navire de guerre américain dans le golfe de Guinée, a-t-il précisé. L'actualité internationale en bref et en images avec la voix de Moussa Fomba. Si les événements du 7 décembre dernier n'ont pas tourné à l'avantage des mutins, le Bénin le doit sans aucun doute à son armée, demeurée loyale à son chef suprême, le président Patrice Talon. Aucun des principaux chefs des différents corps de l'armée n'a en effet pris le parti des putschistes qui ont pu être rapidement neutralisés, ce qui a permis le maintien de l'ordre constitutionnel. Dans ces conditions, que le chef de l'État aille au-delà des encouragements verbaux en prenant des actes en faveur de ses vaillants officiers ne serait que justice. Et c'est ce qui s'est produit ce vendredi 26 décembre 2025 à l'occasion du Conseil extraordinaire des ministres. 6 chefs militaires et policiers ont pris du galon, et un galon bien mérité. Au nombre des officiers promus, il y a le directeur général de la police républicaine. Le contrôleur général de la police, Brice Kokou Alowanou, devient désormais inspecteur général de police de 2e classe avec effet au 15 janvier 2026. À ses côtés, il y a le directeur du cabinet militaire du président de la République, Bertin Bada. Désormais, ses épaulettes seront garnies d'une 5e étoile pour consacrer l'ascension totale de ce militaire qui a perdu son épouse lors de la tentative de putsch, alors que sa résidence était attaquée par les mutins. Le général de division Fridier Gbagidi, chef d'état-major des armées béninoises, accède à lui au grade de général de corps d'armée. Le général de division Abou Issa, chef d'état-major de l'armée des terres, est également promu général de corps d'armée. Le 7 décembre, il avait été pris par les mutins avant d'être libéré le lendemain. Il avait partagé cette mésaventure avec le colonel Faïzou Gomina, commandant de la garde nationale, lui-même désormais promu général de brigade. Fidèle parmi les fidèles du président Patrice Talon, le colonel-major Dieudonné Tevoudjiré portera les 2 étoiles de général de brigade, lui qui avec ses hommes a joué le principal rôle dans la victoire de l'armée sur les mutins. L'Union africaine condamne la décision d'Israël de reconnaître le Somaliland, une province de Somalie, comme un pays souverain et indépendant, a déclaré dans un communiqué le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Toute tentative visant à saper l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie va à l'encontre des principes fondamentaux de l'Union africaine et risque de créer un dangereux précédent aux conséquences considérables pour la paix et la stabilité sur l'ensemble du continent, a ajouté le chef de l'UA. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé vendredi la reconnaissance par Israël de la République du Somaliland comme État indépendant et souverain. Le Somaliland, situé au nord-ouest de la Somalie, sur la côte de la mer Rouge, a proclamé unilatéralement son indépendance en 1991, mais n'a toujours pas obtenu de reconnaissance internationale. Le président américain Donald Trump, de son côté, a déclaré dans une interview au New York Post que Washington n'a pas l'intention pour le moment de suivre l'exemple d'Israël en reconnaissant le Somaliland. Israël est devenu vendredi le premier pays à reconnaître officiellement la République du Somaliland comme un État indépendant et souverain dans une déclaration conjointe signée par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, ainsi que par le président du Somaliland, Abdirahman Mahmoud Abdoulillah. Cette reconnaissance s'accompagne de l'établissement de relations diplomatiques complètes, de l'envoi d'ambassadeurs et de l'ouverture d'ambassades. Le président américain Donald Trump a déclaré que le plan de paix de Volodymyr Zelensky ne vaudrait rien sans son approbation. Il n'a rien tant que je ne l'ai pas approuvé, a déclaré Trump à Politico lors d'une interview. On verra donc ce qu'il a préparé. Le 24 décembre, Zelensky a présenté à la presse un plan de paix en 20 points que l'Ukraine aurait soumis aux États-Unis lors de récentes discussions. Ce plan prévoit notamment la mise en place de programmes éducatifs dans les écoles ukrainiennes visant à promouvoir la tolérance interculturelle, aborde la question territoriale,
souligne le refus de l'Ukraine de retirer ses troupes du Donbass, exige des garanties de sécurité similaires à l'article 5 de l'OTAN, insiste sur la nécessité pour l'Ukraine de disposer d'une armée de 800 000 hommes en temps de paix, envisage un statut non nucléaire pour l'Ukraine, fait le point sur la situation de la centrale nucléaire de Zaporijie, appelle à garantir la liberté de navigation sur le Dniepr, propose des échanges de prisonniers équitables et stipule la tenue d'une élection présidentielle en Ukraine. Le plan évoque également les questions territoriales et le statut de la centrale nucléaire de Zaporijie, bien qu'aucun compromis n'ait été trouvé entre les États-Unis et l'Ukraine sur ces points. La Chine considère comme inacceptables les mesures que Washington pourrait prendre pour imposer un blocus au Venezuela, a déclaré Yi Yongqiang, porte-parole du ministère chinois du Commerce, lors d'un point de presse. La Chine s'est toujours opposée avec fermeté à l'abus des sanctions unilatérales et à la soi-disant juridiction internationale par certains pays, a-t-elle déclaré, commentant les informations parues dans les médias concernant les projets américains d'intercepter des pétroliers au large du Venezuela. Selon Mme Yi, Pékin estime qu'un blocus américain pourrait non seulement perturber le fonctionnement normal des marchés internationaux de l'énergie, mais aussi engendrer des risques supplémentaires pour la sécurité. La porte-parole a qualifié de normale, raisonnable et légale la manière dont le Venezuela mène sa coopération économique et commerciale avec d'autres pays dans le cadre du droit international et a appelé les États-Unis à respecter les droits de ce pays d'Amérique latine. Les États-Unis ont l'intention de maintenir un blocus naval du Venezuela pendant au moins 2 mois, empêchant ainsi le passage de pétroliers à destination et en provenance de ce pays, a rapporté Reuters précédemment, citant un responsable américain. Nous revenons à Bamako. Le club Imam Ali Alastago Diamasago a organisé une journée de salubrité ce samedi 27 décembre 2025 à Bangoni Djaganabougou pour marquer l'anniversaire de l'Imam Ali. Cette initiative, impulsée par Mme Aïdara Tantidjara Tungara, visait à combiner la célébration spirituelle avec des actions concrètes en faveur de la communauté. Le reportage est signé Khadija Traoré Abdoulaye Diara. Avec la participation active des membres du club, des militants et sympathisants de l'association Ansar Din, ainsi que des belles-filles de Mme Aïdara Tantidjara Tunkara, les participants ont parcouru les rues de Bangoni, le centre de santé Chérifla et la grande mosquée chérifienne pour nettoyer ces différents espaces. Cette journée de salubrité est le signe de l'engagement de la communauté Ansar Din à promouvoir l'hygiène et la propreté, valeurs chères à l'islam. Chaque année, nous célébrons cette activité avec notre maman Tantidjara Tungara. Et au programme, nous allons faire une semaine d'activité en tout. Aujourd'hui, c'était le début. Et chaque chose, l'hygiène avant tout. Comme on l'a dit, nous avons commencé par notre journée de salubrité qui a consisté à nettoyer le centre de santé Chérifla et la mosquée aussi, ainsi que l'aérie du guide. Donc, la vision, c'est de montrer la famille de notre prophète, paix et salut sur lui, et ensuite faire la promotion de l'islam, faire de telle sorte que ces événements ne passent inaperçus dans notre société, particulièrement de la part de la jeunesse musulmane. Les participants ont salué l'initiative, soulignant l'impact positif de ces actions en faveur des Ahlul Bayt. Je suis très contente aujourd'hui parce que nous avons fait le nettoyage des centres de santé, ainsi la mosquée et les goudrons du guide. Je suis très contente de participer pour aujourd'hui, pour faire le nettoyage, car nous allons célébrer la fête d'Imam Ali. Je lui remercie beaucoup pour être la présidente de la fête de l'anniversaire d'Imam Ali. Madame Aïdara Tantidjara Tunkara a exprimé sa joie face à la forte mobilisation, témoignant de l'amour et de l'affection des militants et sympathisants Ansar pour les descendants du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ces belles filles, sorties massivement pour y prendre part, apprécient vivement cette initiative. Nous saluons notre père, Asseïd Cherif Ousmane, Madame Haïdara, ainsi que toutes nos mamans, particulièrement aujourd'hui Tantidjara, qui chaque année appelle les gens à faire nettoyer la mosquée,
les rues et l'hôpital également. Alhamdoulilah, chaque année, les gens se réunissent pour se joindre à nous. Voilà, tout ça pour Dieu, tout ça pour les récompenses. Donc vraiment, nous remercions tous ceux qui sont venus, ceux qui n'ont pas pu également, voilà, qu'ils prient pour nous. Et voilà, vraiment, nous remercions notre maman pour ce courage et pour sa persévérance. Pour une première édition pour moi, je précise, parce que c'est ma première fois de participer à ça et je suis vraiment très contente de voir le monde se mobiliser autant pour faire ces activités-là. On a fait le nettoyage à la mosquée, à l'hôpital et on a nettoyé le goudron jusqu'au grand pont en marchant, je précise en marchant. Et ça, c'est très étonnant et c'est très satisfaisant de voir que des gens se sont réunis pour cette belle cause-là. Alors, nous disons merci à notre papa Chérif Ousmane Madane Haïdara, car c'est grâce à lui si tout est là, si tout est fait. Et notre maman Tantidiara Toungara pour cette initiative. Je suis très contente d'elle, fière d'elle et de ce qu'elle fait de son âge et j'espère qu'on pourra tous emboîter son pas. Le club Imam Ali Alassane Diamasago démontre ainsi que la célébration spirituelle peut aller de pair avec une action concrète pour le bien-être de la communauté. Cette belle journée dédiée à l'hygiène s'est achevée par la dégustation d'un repas copieux. Place au sport, les Aigles du Mali ont tenu en échelle les Lions d'Atlas du Maroc sur un score d'un but partout lors de la deuxième journée de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025 au stade Prince Moulay de Rabat. Le but marocain a été marqué sur penalty par Ibrahim Diaz à la 45e minute. Les Aigles égalisent à la 67e minute par la Sinayogo sur penalty. Score final, un but partout. Après la rencontre, les joueurs ont réagi au micro de notre envoyé spécial. Après la rencontre, les joueurs ont réagi au micro de notre envoyé spécial, Youssouf Koulibaly. Les Aigles du Mali et les Lions des Atlas du Maroc se quittent sur un score de 1 but partout lors de la 10e journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Maroc 2025. Oui, mais ils ont joué dans leur stratégie. C'est un choix de jouer ces deux joueurs avec ces qualités, un pied gauche à droite, un pied droit à gauche, qui normalement joue au centre, mais qui peut rentrer en position de ballon. Et pour moi, les deux ont fait un très bon travail. Mais chaque match est différent. Les prochains matchs, ils peuvent jouer dans une autre position, on va voir, mais je suis fier de ces deux joueurs, mais de chaque joueur qui a joué, aussi les 28 joueurs, pas seulement les joueurs qui ont joué, on a une équipe et chaque joueur a joué son rôle aujourd'hui. Quel sera le mot d'ordre contre le Comore? Contre le Comore, on va gagner, mais on va analyser maintenant le dernier match du Comore contre Zambie, et après on va prendre des décisions. On a beaucoup de cartes jaunes aujourd'hui, ça n'aide pas, on doit analyser un peu sa situation. Mais c'est clair qu'on doit jouer pour une victoire. Et après, ils font en sorte de ne plus concéder de but derrière. Donc c'est comme ça, c'est le football, il faut apprendre de ces choses-là. La compétition, on l'espère, va être encore très longue. Et on va rencontrer encore des équipes de ce calibre ou peut-être d'un Médan encore plus fort. Donc voilà, vaut mieux que ça arrive maintenant que dans les poules que plus tard. Donc, nous avons vu une équipe malienne qui s'est très bien présentée, qui a très bien joué dans les intervalles, qui s'est très bien défendue, malgré qu'ils ont été les premiers à caisser le but. L'équipe a très bien réagi pour revenir en deuxième période et d'égaliser un score de 1 but partout. On a vu aujourd'hui toute une nouvelle équipe de sélectionnés des Aigles du Mali. Cela montre la mentalité, l'esprit de cette équipe. Les Aigles se préparent pour jouer à la 3e journée tout confiant, on va voir dans les interviews, et ils sont prêts à remporter cette 3e journée pour pouvoir se qualifier dans ces groupes de pays organisateurs. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.